Salut les thons rouges. Les thons rouges? Ah bah tu nous as habitués à mieux. Hein. Peut-être, mais est-ce que tu savais que pendant l'Antiquité, on utilisait comme condiment une sauce à base d'organes de poisson fermentés dans du sel? Et que la meilleure version de cette sauce, qu'on appelait le garum, était faite à base d'organes de thon rouge. On prenait les boyaux, qu'on mettait dans des amphores avec du sel jusqu'à ce que ça fasse du jus qui... Ok, ça va, j'ai compris. Les thons rouges, ça va. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Bref, si je vous parle de garum aujourd'hui, c'est pour une raison bien précise. Alors rassurez-vous, on va pas passer une heure dessus, mais on va s'intéresser au plus prestigieux des consommateurs de garum. C'est vrai que c'est pas fou dit comme ça. Bon, on va plutôt lui donner son titre le plus commun, à savoir celui du plus grand conquérant de tous les temps. Voilà, bon, voilà, là ça marche quoi. Et notre homme mérite pleinement son titre, puisqu'il est le modèle que prendront tous les autres conquérants qui viendront après lui, que ce soit de César jusqu'à Napoléon. Notre homme n'a jamais connu une défaite sur le champ de bataille. Il a explosé les limites du monde connu à son époque, et pourtant, paradoxalement, il n'a jamais réussi à aller au bout de son rêve, à savoir ne pas se contenter de conquérir le monde connu, mais tout simplement le monde entier. En même temps, bon, c'est compliqué ça, tout le monde a échoué, même les nazis. Ceci dit, il est parvenu à conquérir l'ensemble du monde connu à son époque. Parti de Grèce, il a traversé l'Égypte, la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan et bien d'autres pays en ce temps. Pour tout vous dire, il est même allé jusqu'en en Inde. Sa vie est faite de gloire et de conquêtes, mais vous ne connaissez sans doute pas les curieux hasards et les histoires les plus improbables qui ont accompagné tout au long de sa courte vie. Car oui, notre personnage n'a pas eu le temps de beaucoup vieillir, puisqu'il est mort seulement à 32 ans. Mais ça ne l'a pas empêché d'avoir un CV qui éclate celui de n'importe quel personnage de Game of Thrones. Son précepteur n'est autre qu'Aristote. Il remporte sa première victoire à l'âge où l'on passe le bac, devient roi de Macédoine à 20 ans, pharaon à 24, puis roi de Perse, le plus puissant royaume de l'époque, à 25 ans. Et je précise qu'il est devenu roi de Perse en bottant le cul du roi qui était assis sur le trône avant lui. Il a même été Dieu vivant. Si, je vous assure. Et avant qu'on se lance, je vous précise que cette vidéo est un petit peu particulière, car elle fait partie du Grand Feat. En fait, c'est une sorte de vaste collaboration qui rassemble plein de youtubeurs. Et pour l'occasion, je suis avec Maxime de la chaîne Un Instant. Salut la Poiscaille, alors comme l'a dit Chris, moi c'est Maxime. Sur ma chaîne Un Instant, je fais, avec Clément, des enquêtes en 5 minutes pour décrypter l'actualité. D'ailleurs, en exclusivité, l'info du jour, c'est quand même de savoir que demain, Chris prend ses 32 ans. Fais attention à toi Chris, c'est tout juste l'âge d'Alexandre, au moment où il est... Bref, merci Maxime, on va pas parler de malheur. On reparlera de ce feat en fin de vidéo. Et en attendant, vous l'avez compris, la Poiscaille, aujourd'hui on met le cap sur l'Antiquité. Et nous allons nous intéresser, non pas à 5 moments, Mais 6? moments incroyables qui ont marqué la vie de notre personnage. Du coup, enfilez vos cuirasses, faites briller vos boucliers et enfourchez vos destriers, puisque nous partons pour une petite chevauchée aux côtés d'Alexandre le Grand. Bon, déjà, pour que vous compreniez bien le caractère un petit peu lunatique d'Alexandre le Grand, eh bien, un petit topo sur ses parents s'impose. Alexandre et son père, le roi Philippe de Macédoine, sont diamétralement opposés. Philippe est un bon vivant, capable de grosse colère, mais pourtant il mène une politique prudente vis-à-vis de la Grèce, qui d'ailleurs de son côté voit d'un mauvais œil la force grandissante du royaume de Macédoine. Mais ça ne l'a pas empêché de se créer une puissante armée, car a une ambition, franchir le Bosphore et explorer le Moyen-Orient, qu'on appelle à l'époque l'Asie. Et du côté de sa mère, Alexandre est aussi gâté. C'est une femme qui a de gros penchants pour le mysticisme. Elle se promène souvent avec ses serpents sacrés, enroulés autour de son corps. D'ailleurs, il lui arrive de les mettre dans le lit nuptial, ce qui n'est pas vraiment du goût de son mari. Et d'ailleurs, elle n'hésite pas à dire à Alexandre que son vrai père n'est pas Philippe, mais Zeus lui-même. Bah tu m'étonnes qu'avec des parents comme ça, il avait envie de se barrer à l'autre bout du monde. Oui, bon, après, Alexandre et son père vont d'ailleurs se brouiller au cours d'une soirée mémorable. L'histoire se passe lors du mariage de Philippe et... Attends, Philippe, il est pas marié avec la mère d'Alexandre? Si, mais bon, écoute, il est polygame. Ah, c'est courant à l'époque. D'ailleurs, pour être précis, notre histoire se passe au cours du mariage de Philippe avec, non pas sa 5e, ni 6e, Mais 7ème épouse. j'allais le dire, quoi. Et bien sûr, son fils, Alexandre, est invité. Et du coup, la soirée se passe bien, jusqu'à ce que l'oncle de la mariée se lève pour porter un toast. Puissent les dieux vous donner un héritier légitime au trône de Macédoine. Cette initiative met Alexandre dans une colère noire. Il jette son verre au visage de l'homme et crie « Parce que tu trouves que j'ai l'air d'un bâtard ? Bon, la situation dégénère un petit peu. Philippe se lève, dégaine son épée et se rue vers son fils. Mais trop ivre, il trébuche et tombe entre les tables. Alexandre le toise et dit Voilà l'homme qui se préparait à passer d'Europe en Asie et qui, en passant d'une table à l'autre, se laisse tomber.
Bon, ce petit incident met le feu aux poudres et Alexandre et sa mère décident de quitter la cour. Mais tout est bien qui finit... Bien. Non, du coup non, pas vraiment. Alexandre et son père se rabibochent. Bref, ils font la paix lors d'une cérémonie officielle au cours de laquelle Philippe sera assassiné. Et c'est dans ce contexte un peu sanglant qu'Alexandre succédera à son père. Et sera nommé roi de Macédoine. Le décès prématuré de Philippe n'est pas sans conséquence pour Alexandre. Philippe a réussi à unifier toute la Grèce, au sein de la Ligue de Corinthe, à l'exception de Sparte. Souvenez-vous bien de cette ligue, vous allez en entendre reparler. Au décès de Philippe, les cités grecques se disent tout naturellement qu'elles ne vont pas se laisser dicter leur conduite par un petit jeune d'à peine 20 ans. Mais Alexandre surprend tout le monde et lance une attaque éclair sur la cité de Thèbes. Et pour affirmer son autorité, il fait donc entièrement raser la ville, en réduisant au passage ses 30 000 habitants en esclavage. Tu peux reprendre, Maxime. À la suite de cette effroyable décision, les autres cités décident de se soumettre en déposant les armes et en reconnaissant l'autorité du nouvel homme fort de la Grèce, Alexandre le Grand. Après cette grande victoire, Alexandre s'offre une tournée dans toutes les cités qui composent sa fameuse Ligue de Corinthe, et c'est en arrivant dans la cité du même nom que se déroule notre prochaine histoire. Bien, pour cette deuxième histoire, nous sommes toujours en Grèce, à Corinthe, comme nous l'a dit Maxime. En pleine ascension, Alexandre visite cette riche cité où tous se pressent pour venir le voir. Enfin, tous sauf un. Je suppose que c'est un gars qui pouvait pas venir. Ah non, pas du tout, c'est juste un mec qui s'en bat les couilles. Dans le sens le plus magistral du terme. Il s'appelle Diogène, plus précisément Diogène de Sinope. Mais bon, on le surnomme Diogène le cynique. Alors peut-être que ceux qui ont fait du latin ou de la philo le connaissent déjà, mais bon, pour les autres, on va faire une petite piqûre de rappel. Parce que Diogène est un philosophe un petit peu particulier qui a un mode de vie un peu marginal. Il n'a comme seul vêtement qu'un vieux manteau et vit dans un tonneau. Voilà. Et bon, son trait de caractère principal est qu'il n'a rien à faire des conventions sociales et qu'il se fout d'à peu près tout. Et le pire là-dedans, c'est que Diogène, c'est une célébrité en son temps et qu'il est plutôt apprécié des habitants de Corinthe. Bref, il y aurait pas mal de choses à dire sur lui, mais on va se concentrer juste sur son histoire avec Alexandre. Bon, comme je vous le disais donc, Alexandre est en visite à Corinthe et la réputation de Diogène est parvenue jusqu'à ses oreilles. Et en tant qu'ancien disciple d'Aristote, il a bien envie de rencontrer un autre philosophe de renom. Seulement, Diogène s'en fout complètement et c'est donc à Alexandre d'aller trouver le philosophe. Et ce dernier se trouve donc dans sa maison. Enfin, plutôt dans son tonneau. Et là, s'ensuit une conversation assez rocambolesque. Je suis Alexandre le Grand. Et moi, Diogène le cynique. Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Décale-toi un peu, tu me caches le soleil. N'as-tu pas peur de moi? Qu'es-tu donc? Un bien ou un mal? Un bien? Qui donc pourrait avoir peur du bien? Voilà, bon, il s'est un petit peu fait recaler Alexandre, mais il ne l'a pas mal pris. Au contraire, alors qu'il rentrait à son palais après l'entrevue, il aurait dit à ses généraux Si je n'avais pas été Alexandre, j'aurais voulu être Diogène. et croyez-moi, ça aurait arrangé pas mal de monde que ce soit le cas. Est-ce que vous vous souvenez lorsque je vous avais dit qu'Alexandre était devenu un dieu de son vivant? Eh bien, c'est complètement vrai. Sauf qu'il est devenu dieu suite à un concours de circonstances un petit peu particulier. Je suis le grand monarque, c'est-à-dire qu'en fait j'incarne l'énergie du Christ cosmique. Faut que je vous explique. L'histoire se passe alors qu'Alexandre vient de mettre quelques bons coups de pression aux Perses et il a décidé de faire une petite excursion en Égypte. Et Oula, attends, ça va un peu vite là. Comment il s'est retrouvé là, Alexandre? Et puis ils sortent d'où les Perses? Ok, c'est un petit peu compliqué. Je pense qu'on aurait peut-être besoin d'une carte pour mieux comprendre. Et ça tombe bien puisque c'est l'une des spécialités de Maxime. Ça, c'est bien vrai. Reprenons là où nous en étions restés. Après son petit road trip à travers la Grèce, Alexandre se dit que ça pourrait être intéressant de reprendre à son compte les projets de son père en Asie. Après quelques mois de préparation, Alexandre débarque donc dans l'actuelle Turquie. Il remporte facilement des victoires face au roi perse qui le sous-estime grandement. Alexandre, à seulement 22 ans, est devenu le maître de l'ensemble du monde grec. D'est en ouest, de l'Asie à l'Europe, un seul nom pour un seul roi. Mais il aurait pu se dire, comme beaucoup de monde, à ce moment-là, c'est bon, j'ai fait le job, maintenant je peux rentrer chez moi et vivre une petite vie tranquille avec ma famille et mes amis. Mais non. Non, en effet, ça n'aurait pas été Alexandre. Aussi, lorsqu'il apprit que le roi des Perses en personne, le fameux Darius III, arrivait à la tête de sa grande armée, Alexandre, confiant dans sa destinée, fonça le retrouver pour lui mettre une bonne déculottée. Mais malheureusement, Darius s'est échappé. Et pour éviter que celui-ci n'exporte le conflit en Grèce, où les Spartiates jouent les mauvais élèves, Alexandre décide de priver les Perses de leur accès à la Méditerranée en descendant vers le sud. Un périple qui le conduit tout droit en Égypte, où se situe notre prochaine histoire. Bref, une fois sa mission accomplie, Alexandre décide d'explorer un petit peu les alentours. Et plus précisément, il se rend au sanctuaire de Siwa, qui est dédié au dieu Amon. Et s'il va là-bas, c'est parce qu'on raconte que le grand prêtre du temple est une sorte d'oracle, très proche du puissant dieu Amon. Mais le temple est loin, très loin. En fait, plus précisément, il est dans un oasis situé à plus de 550 km à l'ouest du Caire. Et du coup, c'est au prix de plusieurs jours d'errance dans le Sahara qu'Alexandre et ses hommes vont passer à 2 doigts de la mort
mort, mais ils atteindront finalement le temple. De son côté, le grand prêtre sait qu'un hôte de marque ne va pas tarder à lui rendre visite. Il ne parle pas le grec, la langue d'Alexandre, mais pour faire bonne impression, devant son invité, il lui a préparé un petit discours de bienvenue, puisqu'il a prévu de le saluer en lui disant Paidion. Lorsqu'Alexandre arrive enfin dans le sanctuaire, le prêtre l'accueille. Seulement, il se trompe dans la prononciation et lui dit Pais Dios. Ouais, ça n'est pas du tout la même chose. En se trompant de seulement quelques lettres, le grand prêtre de Siwa a fait un lapsus conséquent. En grec ancien, Paidion signifie « mon fils », mais Paisdios signifie « fils de Dieu ». Le prêtre accueille donc son invité en lui disant « Bienvenue, fils de Dieu ». Alexandre mettra ce petit lapsus à profit en faisant quelques apparitions avec une paire de cornes de taureau sur la tête, symbole du dieu Ammon. Après ça, notamment en Égypte, certains se mettront à l'honorer comme un dieu vivant. Et oui, mais la divinité va progressivement entraîner notre conquérant dans la folie. Alexandre, comme beaucoup de ses contemporains, est quelqu'un de superstitieux. Et avec l'influence de sa mère, il est peut-être même un peu au-dessus de la moyenne. Oui, tout à fait. D'ailleurs, un personnage l'accompagnera toute sa vie dans l'ombre. On ne sait pas grand-chose sur lui, si ce n'est qu'il était au service de ses parents et qu'il mourra après Alexandre. Et cet homme, c'est le devin officiel d'Alexandre le Grand, et il se nomme Aristandre. Bon, il y a de nombreuses rumeurs sur ce devin. On raconte qu'Alexandre et lui auraient plusieurs fois pratiqué des sacrifices secrets pour consulter les dieux. Et Aristandre était aussi un homme important pour l'armée, car en quelques prédictions, il pouvait facilement remonter le moral des hommes. Et là-dessus, détrompez-vous si vous pensez qu'Alexandre était du genre à prendre ses prédictions à la légère. Puisque oui, un beau jour, un oiseau lâche une motte de terre sur l'épaule d'Alexandre. Après ça, le piaf va se poser sur une machine de siège, et du coup, ce qui doit arriver arriva, et il est quasiment broyé instantanément par les engrenages dès que l'engin se met en route. Voilà, je vous laisse imaginer quelques secondes cette scène tout à fait sympathique. Et là-dessus, Aristandre, il voit un signe évident. Si Alexandre va au combat ce jour-là, eh bien, il sera blessé à l'épaule. Et ce fut le cas. Une autre fois, pendant un siège qui commence à s'éterniser, Aristandre prédit que la ville tombera avant la fin du mois. Sauf que la prédiction en fait arrive à la fin du mois, c'est le dernier jour à ce moment-là, et du coup tout le monde se fout un petit peu de lui. Sauf Alexandre qui décide de décaler le calendrier. Voilà, il décide qu'on n'est plus le 30 mais le 28. Bah ouais, pourquoi se compliquer la vie? Ouais, bah oui. Et le même jour, les Macédoniens lancent un assaut qui viendra à bout de la cité, qui, comme l'avait prédit Aristandre, est tombé avant la fin du mois. Bon, comme je vous l'avais dit, Alexandre était devenu roi de Perse à 25 ans, voilà, chacun son bail. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Grecs et les Perses ont une notion très différente de la manière dont un roi doit se comporter. Par exemple en Grèce, le roi est un homme accessible, proche de ses soldats. Chez les Perses, le souverain est considéré comme un demi-dieu. Il est toujours chargé de bijoux et avant de lui parler, il faut se prosterner. Et quand je dis se prosterner, votre front doit toucher le sol. Oui, mais Alexandre, il est macédonien de base, donc de culture grecque. Et en plus, il a grandi avec Aristote, un homme éclairé. Il va donc adopter une monarchie sur le modèle grec, non? Pas du tout, pas du tout. Rappelez-vous, en Égypte, Alexandre a goûté au plaisir d'être honoré comme un dieu. Ça lui a plutôt plu et comme la monarchie perse y ressemble beaucoup, il adopte les mœurs perses. Après, je ne vous cache pas que ça n'est pas du tout, mais alors pas du tout passé auprès des Macédoniens, qui accompagnent Alexandre, comme vous le savez, depuis le début de ses aventures. Comment ça? Eh bien, ils refusent d'honorer Alexandre selon les coutumes perses. Ah, c'est la boulette, quoi. Donc, pas de prosternation et tout le tralala. Mais lors d'une soirée bien arrosée, un drame se produit. Alexandre a une violente dispute avec Kleitos, c'est l'un de ses amis d'enfance qui lui a sauvé la vie lors d'un combat. Et du coup, Kleitos désapprouve complètement le nouveau mode de vie d'Alexandre, son nouveau style de vie à l'oriental. Et il lui rappelle dans la foulée que sans ses compagnons, il n'en serait pas là où il est. Et du coup, la situation dégénère et aveuglé par la colère et sans doute le vin, Alexandre s'empare d'une lance et transperce le corps de son ami. Kleitos meurt sur le coup. Suite à ça, Alexandre pleurera son ami pendant plusieurs jours. Mais malgré ses regrets, son acte de folie a brisé quelque chose entre lui et ses vieux compagnons. Dans cette dernière histoire, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'écart ne va pas cesser de se creuser entre Alexandre et le reste du monde. Puisque petit à petit, ce cher Alex, Al pour les intimes, va courir à sa propre perte. Après s'être emparé du trône de Perse, Alexandre décide de poursuivre son aventure vers l'Est. Il arrive jusqu'en Inde, on est vraiment au bout du monde connu à l'époque, mais là, alors qu'il se prépare à affronter le roi local, ses soldats lui disent « Non mais là ça pue la révolte, il y a du saccage dans l'air !» Bon, du coup, Alexandre se résigne à rentrer en Perse. En fait, après la mort de Darius III
César, le roi perse, et de tous ses rivaux, Alexandre n'a plus aucune raison de continuer vers l'Est. Mais à la surprise de tout le monde, il décide de continuer sa marche vers l'Est. Pourquoi continuer à l'Est? Bah, je vais vous donner la réponse. 2000 ans après, on ne sait toujours pas. Au final, ces hommes lui ont dit stop, et après s'être enfermé pendant 3 jours dans sa tente pour protester, enfin pour bouder quoi, notre jeune conquérant a été obligé d'accepter leur décision en faisant demi-tour. Sauf qu'en rentrant, Alexandre choisit de rejoindre sa nouvelle capitale, Babylone. Pour s'y rendre, il choisit d'aller au plus court, en longeant la côte. Un choix qu'il va lourdement regretter a posteriori, puisque pour y arriver, il est obligé de traverser un désert tellement inhospitalier qu'il va perdre quasiment la moitié des hommes qui l'accompagnent. Mais comme on dit, jamais 203. À peine arrivé à Babylone, son meilleur ami depuis l'enfance et plus proche conseiller, l'homme dans lequel il avait une confiance indéfectible, Héphaïstion, tombe malade et meurt au bout de seulement 7 jours. Il n'en fallait pas plus. Alexandre est dévasté, ce qui conduit à notre dernière histoire. Bon, ok, une fois revenu dans son palais de Babylone, Alexandre s'occupe et noie son chagrin en enchaînant les soirées. Ah bah ça va, hein, y a pire comme occupation. Non, toi on voit que t'es pas habitué aux soirées macédoniennes. Oh que non. Imagine ta pire soirée, celle où tu finis la tête dans les chiottes en implorant ta maman et en jurant que jamais tu referas ça. Ouais, on visualise. Bah ça, clairement, pour Alexandre le Grand et ses hommes, eh bien c'est une soirée Osef. D'ailleurs, chez les Grecs, les soirées durent en général une nuit entière, puis la journée du lendemain et la nuit suivante. Pour vous donner un exemple, Alexandre a même brûlé Persépolis, la capitale perse, à l'issue d'une soirée un petit peu trop arrosée. Enfin, un peu, plutôt beaucoup quoi, évidemment. Là-dessus, vous pensez que c'est déjà pas mal? Eh bien, attendez la suite. Lors d'une autre soirée, on avait mis en jeu une récompense pour celui qui picolerait le plus. Et le gros lot n'était pas un panier garni, mais une somme équivalente à peu près 300 000 € de nos jours. Résultat des comptes, 35 candidats moururent. Et le gagnant, de son côté, ne survécut que 4 jours. Encore un petit verre de vin pour se mettre en train. D'après une théorie, même le grand conquérant serait mort de ses excès de boisson. À la dernière fête à laquelle il assista, Alexandre décida de vider d'un trait une gigantesque coupe remplie qu'on appelait la coupe d'Hercule ou d'Héraclès. Voilà, rien qu'avec ce petit nom, vous avez peut-être une petite idée en fait de la dimension du machin. Dans cette fameuse coupe, il y a du vin pur et à titre d'information, le vin pur dans l'Antiquité, ça tire aux alentours de 17 degrés. Avec une petite goutte de gnôle, eh ben on est bon. Alexandre parvient à vider la coupe, mais à peine a-t-il achevé qu'il ressent une vive douleur et se met à délirer. Suite à ça, il agonise pendant une dizaine de jours avant de mourir. Alors là-dessus, sa mort est encore sujette à controverse, mais certains pensent qu'il serait mort des suites d'une pancréatite aiguë, maladie dont l'un des facteurs peut être évidemment l'alcool. Bref, du coup, l'un des plus grands conquérants que l'histoire ait porté serait mort des suites d'une cuite, potentiellement, mais du coup ça peut laisser à réfléchir. Et bien voilà la poiscaille, on arrive presque au terme de notre voyage. J'espère que cette petite balade en compagnie du charismatique Alexandre, sauf la fin, vous aura plu. En tout cas, si ça a éveillé votre intérêt et que vous voulez en savoir plus, comme je vous l'ai dit, cette vidéo fait partie d'une grosse collaboration qui a lieu entre plusieurs chaînes YouTube. Mais je vais laisser Maxime en parler un petit peu plus. Merci Chris. Je t'en prie. On vous le disait au début, cet épisode fait partie du Grand Feat. Il s'agit d'un ensemble de vidéos sur le thème d'Alexandre le Grand, publiées par différents vidéastes. Et il y a plein de chaînes sur le coup. Parlons Histoire, Télécrayon, nous-mêmes, ou encore la chaîne d'Altéris sur laquelle vous pouvez retrouver Poisson Fécond. Et vous serez gâtés car d'autres vidéos arriveront sur de nombreuses chaînes. Vous avez tous les liens et toutes les vidéos dans la description, alors n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et bien voilà la poiscaille, n'hésitez pas à aller checker tout ça. J'ai une ville à conquérir et des coupes de vin à vider. Et sur ce, la poiscaille, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et bien voilà, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Merci un instant pour votre venue. Merci à toi Chris. Du coup, n'hésitez pas à aller checker leur chaîne. Ils ont encore assez peu d'abonnés, mais du coup, il y a du gros potentiel. Ah, merci, c'est gentil. Dernièrement, on a fait des sujets comme la Chine va-t-elle conquérir le monde ou le rap, la musique qui tue ses artistes. Bref, si vous voulez être au courant des dernières actus, allez checker leur chaîne. Sur ce, ciao. Ciao.